Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon international de l'agriculture. Alors c'est vrai que cette semaine touche quasiment à sa fin, enfin nous sommes que samedi et on va commencer à décrypter, à prendre le temps de décrypter un petit peu ce qui s'est passé. Vous allez voir 3 séquences. La première avec Gilles Riverwegstein, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de la revue Agriculture et Environnement. Juste à ma gauche, donc Philippe Crozet. Bonjour. Vous êtes cofondateur donc lecomptoirlocal.fr. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et juste à vos côtés, Jacques Bocon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître boulanger. Gilles Riverwegstein, sans aucune retenue, le plus directement possible. On a vu Emmanuel Macron venir, déambuler dans les allées pendant 12 heures. On a vu tous les politiciens se montrer, faire des photos avec un décorum d'agriculteurs. Qu'est-ce que vous retenez sur le plan politique de cette semaine au salon? Alors moi je trouve que ce salon est très différent des autres. Premièrement parce qu'on n'est pas en année électorale, donc on en a quand même vu un tout petit peu moins des hommes politiques. Et ceux qu'on a vus étaient quand même, j'ai trouvé, très à l'écoute du monde agricole, beaucoup plus à l'écoute qu'habituellement. Mais on a aussi l'impression qu'ils ne savent pas trop où aller. On a comme une impression que même au sommet de l'État, franchement, on n'a pas de direction pour l'agriculture très claire et très nette. Oui, certes, Emmanuel Macron semblait être à l'écoute, mais pas comme si c'était quelque chose de prioritaire, pas comme si... ça n'a pas l'air de lui prendre les tripes, je dirais. Vous voyez, comme avec Jacques Chirac, par exemple. Là, oui, on écoute, mais bon, voilà, c'est pas... S'il y a quelque chose qui manque, il y a un peps qui manque, je dirais. Alors, on avait quand même l'impression qu'Emmanuel a fait venir beaucoup de ses ministres, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de ministres, secrétaires d'État. C'était presque un passage obligé. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement était vraiment à l'écoute. Mais on est à l'écoute et on écoute. Mais ce qu'on attend d'un gouvernement, c'est d'être à l'écoute, mais aussi d'entendre et ensuite de proposer. Là, franchement, pour l'instant, les propositions, on ne voit pas où le gouvernement veut aller. Je trouve que Stéphane Travert, tout le respect que j'ai pour lui, est encore dans l'attente. On n'a pas l'impression d'un ministre qui sait où il va. On a plutôt l'impression d'un ministre qui est là parce qu'il est là et qu'il attend presque de l'Élysée qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Ce n'est pas lui qui vient dire à l'Élysée ce qu'il faut faire. Et donc il n'est pas le porte-parole du monde agricole, il est plutôt le porte-parole d'Emmanuel Macron vers le monde agricole. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est vrai qu'on avait l'impression d'avoir un président de l'agriculture qui était, durant ce salon, partout omniprésent. On sentait très bien les différents ministres qui étaient plutôt sur la réserve pour prendre la parole sur les questions agricoles, quoique sur les sujets économiques, ils l'ont pris. Il y a eu des fois des mauvaises compréhensions. D'un côté, Emmanuel Macron qui dit qu'il faut faire de la qualité, il faut faire du circuit court, il faut retrouver du local. Et puis de notre côté, le Mercosur, 80 000 tonnes de viande bovine qui risquent de rentrer. Et ça a un peu énervé les organisations professionnelles agricoles. Ben oui, parce que comme je vous disais, on a l'impression qu'on ne sait pas où on va. C'est des messages qui sont contradictoires. En même temps. Voilà, c'est le en même temps, mais alors... Il peut y avoir des en même temps qui sont positifs. Mais là, c'est des en même temps très contradictoires. D'un côté, on va interdire le glyphosate. Et de l'autre côté, on va autoriser les produits qui utilisent du glyphosate. Donc le monde agricole ne peut pas comprendre ça. Et ça vient de l'Élysée. Et on a l'impression, quand je vous disais, qu'au niveau des ministres, ils ne sont pas là en train de dire « mais attendez une minute, ça c'est pas possible ». Donc d'ailleurs, les interventions de Stéphane Travert, c'était plutôt pour dire « voilà ce que le président veut, voilà ce que le président va faire, voilà ce que le président pense ». Moi, j'aimerais bien savoir, franchement, ce que Stéphane Travert pense, ce que lui, il a envie de faire. Pas simplement comme soldat du gouvernement, mais aussi comme initiateur de projet et porte-parole du monde agricole. Et ça, franchement, cette voix-là, je dirais, on ne l'a pas du tout entendue. Alors peut-être qu'on était tellement habitué à Stéphane Le Foll, qui avait un vrai projet politique. On peut être pour ou contre, mais lui, il savait où il voulait aller, et on voyait très bien que c'était lui qui donnait le là au sein du gouvernement précédent. Là, c'est plus du tout la même dynamique du tout. Et les organisations professionnelles agricoles, est-ce qu'elles n'ont pas été quelque part un peu séduites, un peu sous le charme d'Emmanuel Macron? Parce qu'au début, elles étaient un peu remontées, et à la fin, on a l'impression qu'elles se sont laissées convaincre. Non, mais Emmanuel Macron c'est un homme extrêmement intelligent, certainement très séduisant, et qui était à l'écoute, clairement. Le problème, c'est que, voilà, après être à l'écoute, à un moment donné, il faut des actes. Donc, on a l'impression, comme je vous dis, qu'il n'y a plus de dogmatisme, on n'a pas un gouvernement dogmatique, on est à l'écoute, mais
n'y a pas cette flamme qui l'anime pour comprendre les vrais enjeux de l'agriculture, que l'agriculture, c'est pas simplement un secteur économique, c'est bien plus que ça, c'est un secteur social, c'est un secteur culturel. Et tout ça, on a l'impression qu'il ne saisit pas vraiment. Il reste urbain, il ne connaît pas le monde rural, il ne voit pas le monde rural dans toute sa splendeur. Et donc, il a cette difficulté qu'ont les urbains avec le monde agricole. Et il est très représentatif de la rupture qu'il y a entre le monde agricole d'un côté et la majorité de la population qui ne sait plus très bien à quoi doit ressembler leur agriculture et qui essaye pourtant d'être positif avec l'agriculture. Alors, je rappelle que Gilles Réverwegstein, vous avez écrit votre dernier livre, Panique dans l'assiette, donc, qui est publié chez Le Publieur. Vous restez avec nous parce que c'est un débat quand même. Philippe Crozet, vous êtes cofondateur de Le Comptoir Local.fr. Voilà. Le Comptoir Local.fr, c'est quoi? Je vous écoute. Le Comptoir Local, c'est un marché en ligne de producteurs franciliens. Donc le principe, c'est de proposer un très grand nombre de produits en circuit court, donc de la viande, des produits laitiers, des fruits et légumes, mais également de la lessive, des fleurs, qui viennent directement de producteurs franciliens. Et nous, on prend en charge toute la logistique depuis ces producteurs jusqu'aux consommateurs en livrant tard le soir. Alors ils sont malins parce qu'il y a deux raisons qui sont importantes dans leur développement. Ils ont déjà 3 ans, c'est plus qu'une start-up. C'est que, ils ont compris qu'il fallait faire du local, mais aussi concentrer ses efforts sur l'Île-de-France. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ils assurent la logistique. Pourquoi ? Ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est de pouvoir proposer un service qui est à la fois pratique pour les consommateurs, c'est-à-dire pouvoir accéder à des bons produits, retrouver le plaisir de manger directement chez soi avec une livraison jusqu'à tard le soir, et en même temps de pouvoir proposer un service très pratique pour les producteurs qui n'ont qu'à se concentrer sur leur production sans avoir à rentrer dans les circuits logistiques de distribution. On passe chez eux tous les jours chercher les produits pour les amener jusqu'aux consommateurs. Et c'est vous qui le faites ou vous le déléguez à quelqu'un d'autre ? Non, on le fait nous. On a en interne toute la collecte, la préparation de commandes dans notre entrepôt, et pour la livraison, on a la moitié qui est externalisée et la moitié faite par nos propres chauffeurs. Comment vous réagissez ? C'est une initiative qui est très bonne, très bien, parce que ça répond à une demande du consommateur. Simplement, il est évident que toute l'agriculture ne peut pas aller dans cette direction-là. Ça fait partie d'une des solutions, d'une des nombreuses solutions. Et surtout, il ne faut pas que ce soit en contradiction avec tout le reste de ce que l'agriculture peut faire. Mais c'est une très très belle initiative, bien entendu. Oui, tout à fait. Nous, on voit ça comme la possibilité de proposer une alternative à ces producteurs. On est parti d'un constat assez simple. C'est qu'en Ile-de-France, il y a 5000 producteurs. Il y a le bassin de consommation le plus important de France. Des gens qui cherchent à retrouver la traçabilité des produits, savoir d'où viennent leurs produits, qui cherchent ce genre de produits. Et paradoxalement, des producteurs, 5000, qui globalement ont du mal à écouler leur production. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas le circuit logistique adapté. Voilà, et Philippe, si je suis consommateur, je vais sur lecomptoirlocal.fr et je veux des olives, je ne peux pas parce qu'en Ile-de-France, il n'y en a pas. Alors, ça c'est aussi un des retours de nos clients, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire toutes leurs courses sur le site. On a depuis récemment ouvert l'offre produit à certains produits qui viennent d'un peu plus loin pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir faire toutes leurs courses sur le produit et au final favoriser l'économie locale. Donc on a récemment introduit du riz qui vient de Camargue, du sel de Guérande, de l'huile d'olive du sud de la France. Lecomptoirlocal.fr, il faut y aller, encore faut-il habiter en Ile-de-France. Pour l'instant, est-ce que vous pensez aller plus loin dans d'autres régions ? Toulouse, Bordeaux. Évidemment, nous, le but là, c'est de consolider le modèle en région parisienne sur l'année 2018. Et évidemment, notre ambition est de pouvoir penser à une expansion nationale à l'avenir. Jackie Bocan. Oui. Vous vous levez tôt le matin, non ? Oui, ça m'arrive, oui. Mais oui, parce qu'il est boulanger, donc il se lève ce matin. Vous êtes levé à quelle heure ? Ce matin, j'étais là ici à 7h, je ne pouvais pas venir avant, donc je me suis levé à 6h, ça va, c'était pas c'est la grasse mat. exceptionnel non plus. Alors, c'est un maître boulanger assez exceptionnel et on est très heureux de l'avoir là. D'abord parce qu'il fait du très bon pain là-bas sur le stand Agri Demain. Et c'est vrai que vous préparez avec 4 fois peu de choses, 4 fois peu de matériel, du très bon pain. C'est quoi votre métier, votre particularité ? Alors, j'ai travaillé il y a 20 ans avec un chef de nutrition assez connu qui s'appelle le professeur Le Cerf. Donc, l'Institut Pasteur de Lille a la vocation de chapeauter toute la recherche de nutrition en France. Et ce chercheur a fait des recherches spécifiques sur l'assimilation des céréales. Et quand j'avais la vingtaine, j'ai été formé par ce chercheur qui m'a donné tous ces tableaux de conférences et j'ai eu la chance de pouvoir mettre en œuvre ces process de recherche dans ma boulangerie. Donc j'étais un peu innovant et on a beaucoup travaillé sur tous les process de transformation qui ne dénaturent pas les aliments, mais sur toute la filière. Donc à l'époque, je me suis inspiré du cahier des charges de l'agriculture raisonnée pour pouvoir faire une boulangerie raisonnée, puisqu'en fait la démarche de filière en raisonné n'existait pas, donc je l'ai fait de moi-même.
Donc on a fait un traitement de l'eau qui était assez performant. On avait utilisé des farines enrichies en germes de blé qui sont sans additifs, avec de la sélection variétale, un taux de sel réduit, alors qu'à l'époque personne n'en parlait. Enfin voilà, on a été vraiment très innovants et on a fait des pains de haute qualité pour notre petite clientèle locale et ça a été un succès. Voilà. Et vous avez entendu, il a dit farine enrichie en germe de blé. Parce que quand vous discutez avec Jackie, vous apprenez que dans la farine, il n'y a pas du germe de blé. Vous le saviez? Eh ben non, vous voyez, alors comme quoi on apprend des choses avec l'agriculture tous les jours. Il y a le grain de blé, il y a le germe à l'intérieur. Et justement, aujourd'hui, on va extraire le germe pour ne pas le vendre avec la farine. C'est bien ça? Ouais, c'est un peu ça. Alors il y a deux approches en fait. Pourquoi un meunier, quand il écrase une graine, va-t-il enlever le germe? Bon, d'une part, on va vous dire que c'est de la matière grasse, ça peut rancir et nuire à la conservation, rallonger la farine, mais en même temps, on a un système pour stabiliser ce germe. Et ce germe, eh bien, en fait, est une partie qui est petite, qui fait que 3% de la graine, mais qui est la partie la plus riche en vitamines, acides aminés, matières minérales, sels minéraux. Et quasiment aucun consommateur ne le sait, parce que c'est assez rare quand on discute avec quelqu'un, je dirais, qui soit au courant de la présence du germe de blé dans la farine ou pas. Alors ce germe de blé, bien sûr, a une valeur. Sur le plan meunier, ben, forcément, on peut le revendre comme complément alimentaire dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, pour compléter un médicament ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est un peu dommage, ce qu'on avait constaté, c'est que cet aliment est déjà là. Et donc, si on l'enlève de la farine, on est obligé de mentionner que la farine est enrichie, parce qu'en fait, on a enlevé une bonne partie à l'insu du consommateur, entre guillemets, puisque c'est quand même, on va dire, un peu dommage. Et le but, c'est quand même d'avoir des aliments qui nous nourrissent. Et s'il y a beaucoup de nutriments dans cette partie, eh bien, c'est un peu dommage qu'au quotidien, on ne l'ait pas directement dans le pain. Je veux dire, au lieu d'aller le rechercher ensuite comme un alicament à la pharmacie ou ailleurs. Hein. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et j'ai des petites anecdotes sur le sujet, c'est que quand on avait fait des expériences avec des rats de laboratoire dans les protocoles de recherche, on a plusieurs anecdotes. C'est que les rats qui étaient élevés avec des farines enrichies en germe de blé étaient plus grands, plus intelligents, avaient une meilleure croissance, une meilleure santé. Et quand un animal ou un rat ou une souris attaque une graine, il attaque le germe en premier. Donc on a quand même un petit peu de leçon à prendre sur la nature. Il faut rester observateur. Ça pose des questions quand même. C'est vrai que l'industrie agroalimentaire a extrait des produits à haute valeur ajoutée pour des fois en proposer des moins chers par ailleurs. Et c'est vrai que dans la communication, c'est pas top. Ah, ça c'est clair. Maintenant, bon, quand on mange de manière équilibrée des choses venant de partout, on a ce qu'il faut néanmoins, parce que personne ne se nourrit que de pain, bien entendu. Hein, mais c'est tout à fait intéressant de voir à quel point la nature nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir être en bonne santé. C'est pour ça qu'un bon régime, un régime équilibré, ben, c'est un régime qui est varié et qui fait de toutes les choses différentes qu'on puisse avoir. Ouais. Jackie. Oui, je suis d'accord, mais j'ai quand même avec mes clients qui me posaient la question qu'est-ce que vous mettez dans votre pain? J'en mange qu'une tranche et j'ai plus faim. Ailleurs, je dois en manger 3 ou 4 ou plus, ça dépend des boulangers. Alors, il faut quand même savoir que notre corps est ultra sophistiqué et qu'il y a un signal qui arrive au cerveau pour aller dire arrête de manger quand l'équilibre est atteint. Donc, quand on a des aliments qui sont bien respectés et pas dévitalisés sur aucun plan, on en mange très peu. Et le signal arrive très vite. Ça éviterait à beaucoup de gens de brasser beaucoup de matière pour rien. Et on peut supposer aujourd'hui que la plupart des maladies digestives sont liées à des process de transformation qui dénaturent les aliments. Il vaudrait mieux manger des aliments de haute qualité en petite quantité, ce qu'on sait faire en France d'ailleurs. Tous les exemples sont ici pour le montrer. Et finalement, ça irait aussi. Hein, ce serait plus profitable. Voilà. Donc, Jackie Beaucamp, vous pouvez le retrouver dans son food truck, là, ici, donc sur le stand d'Agri-Demain, mais vous avez 30 food trucks. Alors, ils ne sont pas tous à moi. En fait, dans mon métier de boulanger, j'ai eu dans mon parcours une opportunité. J'avais un laboratoire traiteur qui était assez grand et je suis bien situé dans la métropole lilloise. Et du coup, il y a les premiers food trucks, je les ai rencontrés, puis je les ai invités à venir dans mon laboratoire pour démarrer parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de s'acheter un laboratoire à 500 000 € en démarrant. Ils avaient déjà trouvé des crédits pour payer leur camion, ce qui était déjà pas mal. Donc du coup, je leur ai dit, ben voilà, si vous voulez développer, vous n'allez pas pouvoir bricoler dans un garage, les amis. Hein, les petits jeunes là, qui voulaient démarrer.
hein, il va falloir un laboratoire aux normes. Donc du coup, ils sont venus et puis comme j'ai eu toutes les demandes, petit à petit, on a créé un coworking. Et du coup, ça a été une belle aventure. Hein. Donc du coup, les food trucks ne m'appartiennent pas tous. Moi, j'en ai un ou deux à moi sur la thématique du pain, parce que j'ai un camion avec un four, hein, mais depuis déjà plus de 20 ans. Et tous les food trucks sont hébergés dans mon labo. On pourra en parler toute la journée, mais malheureusement, on est déjà au terme de l'émission. Donc, on vous retrouve dans votre food truck ou sur le stand Agri-Demain. Par contre, Philippe Crozet, on peut vous retrouver sur Internet, lecomptoirlocal.fr. Allez-y, c'est l'occasion de commander. Et puis, Gilles Riverwegstein, on vous retrouve en lecture ou dans votre journal qui s'appelle Agriculture et environnement. Et sur mon site, plus sur le compte Twitter, qui est en train d'exploser. Donc c'est très bien, continuez à me suivre sur mon compte Twitter. Merci à vous, et puis merci à vous. Et vous allez voir une émission étonnante juste après.